bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Georges Dalmagne, bonjour. Bonjour. Député fédéral CDH et très actif dans les commissions attentats. Et évidemment, je voudrais parler avec vous du 22 mars. On va parler de qu'est-ce qui reste finalement 3 ans après, notamment. Maintenant, on a l'impression que l'enquête est bouclée. On va donner accès aux victimes, aux parties civiles, au dossier. On sait qu'il y aura 12 personnes qui passeront en procès. Mais ce procès va être un procès monstre. Après le procès Nemouche, ce sera le deuxième grand procès. Et on n'est même pas sûr de pouvoir le faire au palais de justice, ce procès. Non, mais c'est un procès très très important. Moi d'abord, je suis très heureux que les victimes aient enfin accès aux pièces du dossier, puisque c'était une demande pressante et ça me paraît tout à fait légitime. Et puis c'est important effectivement de faire justice. On est dans un État qui doit montrer qu'il se défend, qu'il défend ses citoyens et qu'il révèle aussi la vérité sur ce qui s'est passé, sur les responsabilités, sur évidemment les terroristes eux-mêmes, mais aussi sur tout ce qui a failli dans notre État. Et je pense que cette vérité judiciaire-là, elle est très importante. Comme on l'a vu avec Mehdi Nemouche, ça permet effectivement de voir à quel point des personnages ont cruellement attaqué nos citoyens, et aussi de voir qu'à un moment donné, ils doivent payer pour les crimes qu'ils ont commis. Que ce soit carrément ceux qui ont exécuté un attentat ou ceux qui l'ont préparé. Parce qu'ici, évidemment, c'est essentiellement des gens qui ont préparé les attentats que l'on verra. Mais il manquera quelqu'un. Oui. Quelqu'un sur lequel vous avez enquêté, vous, c'est Oussama Attar. Pourquoi est-ce qu'il manque dans ce procès? Parce qu'il est mort, bien sûr, mais alors il a été abattu oui. Plus que probablement par un drone américain fin 2017 dans le nord de la Syrie. D'ailleurs, il y a eu plus que probablement une coopération avec les Belges et les Français sur cette question. Mais ça arrange beaucoup de monde qu'il ne soit pas là aujourd'hui, parce que, pour rappel, ce personnage a été libéré sur instruction de la Belgique, à la demande de la Belgique, des prisons irakiennes, et la Belgique pensait pouvoir l'utiliser comme agent infiltrant les réseaux djihadistes ici en Belgique. Or, en réalité, il était un agent d'Al-Qaïda. Et donc la Belgique a contribué à libérer un agent qui, plutôt que de nous protéger, s'est retourné contre la population belge et a été un des grands commanditaires, probablement le coordinateur principal des attentats de Bruxelles et probablement de Paris aussi. Et donc c'est un personnage clé qui était sur zone dès le début des années 2000, qui a été arrêté les armes à la main en 2004 par les Américains, qui a été condamné à perpétuité par les Irakiens et qui finalement a été libéré sous pression très intense du gouvernement belge, avec aussi une mobilisation, on s'en souvient, de la société civile, parce que soi-disant il n'aurait commis aucun crime. Parce qu'il était belge quand même. Il était belge. Belge. C'était le seul belge dans les prisons irakiennes. Il était en contact avec Abou Bakr el-Baghdadi dans la prison d'Abu Ghraib. Le patron de l'État islamique. Le patron de l'État islamique. Et les Belges se sont fait complètement avoir dans cette affaire, puisque au lieu d'être un agent finalement des services de renseignement belges, il s'est révélé être un agent d'Al-Qaïda, et il a frappé la Belgique plutôt que de nous protéger. Et nos services, quand on dit nos services, c'est la sûreté qu'on parle. C'est la sûreté, c'est le renseignement militaire, c'est aussi une responsabilité politique, puisque à ce moment-là, le gouvernement était informé et a donné son accord pour cette libération d'Oussama Attar. C'est pour moi un des plus grands scandales d'État qui a été largement mis de côté, qui a été étouffé, et on est encore une fois très heureux aujourd'hui de ne pas le voir arriver à la barre, parce que des prévenus, puisque sinon il faudrait révéler tout cela. Et donc, lui, il est revenu en Belgique quand, finalement, sous la pression des différentes manifestations, les Irakiens l'ont libéré. Et là, on devait le surveiller. Oui, et tout on à l'a fait. pas surveillé. Tout à fait. On avait promis aux Américains, qui nous avaient alertés en disant attention, c'est un personnage très dangereux, et aux Irakiens que plus jamais il n'aurait un passeport et qu'il serait sur surveillance constante. Il est arrivé en 2012 en Belgique. Il est allé voir dans les prisons belges les deux cousins El Bakraoui, dont l'un se fera sauter à Zaventem et l'autre à Malbec. C'est lui qui les a radicalisés, on le sait. Et puis il va disparaître dans la nature, et il va obtenir un passeport sans aucun problème, et il va repartir en Syrie, d'où il va organiser les attentats de 2016. On sait aussi qu'il reviendra en Belgique dans l'été 2016, mais personne ne parviendra à mettre la main dessus, et il disparaîtra définitivement en 2017. Donc de notre côté, clairement, de la négligence, de la naïveté au minimum, Certainement de l'inconséquence certainement. Certainement une forme de naïveté. Je pense que là, les services de sécurité se sont comportés comme des pieds nickelés.
à l'égard d'un personnage dont on nous avait dit, et les Irakiens et les Américains, qu'il était extrêmement dangereux. Il y a une responsabilité politique, parce que finalement, à peu près pendant ces années-là, tous les partis traditionnels étaient au gouvernement. Il y a toujours une responsabilité politique, même si on peut imaginer que le gouvernement a été impliqué seulement formellement dans cette affaire et que ce sont surtout les services de sécurité qui étaient à la manœuvre. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'un jour on fasse la clarté là-dessus et qu'on dise la vérité aux Belges sur cette affaire qui reste pour moi un des plus grands chocs en matière de sécurité et une des plus grandes négligences par rapport au plus grand attentat que la Belgique ait connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors justement, venons-en à cet attentat. Depuis 3 ans, les victimes directes et indirectes se plaignent. Elles se plaignent de la manière dont elles sont considérées. Elles se plaignent du manque de respect des autorités, d'expertises multiples et vexatoires, d'avocats véreux même, parfois de manque de moyens financiers. Les plaintes sont nombreuses donc, et les mesures ne suffisent pas. C'est ça, vous êtes d'accord avec leur conclusion? Oui, c'est effrayant de voir le manque total d'empathie finalement de l'État par rapport à ces victimes. Ces victimes ont été confrontées à un État complètement fragmenté, à une bureaucratie froide. Elles se sont senties, elles l'ont dit, abandonnées par rapport aux assureurs qui n'ont pas voulu les rembourser correctement. Et elles se battent depuis 3 ans maintenant pour effectivement essayer d'avoir un système, un dispositif de soutien et d'aide qui soit enfin décent. Et par exemple, elles ont dit, voilà, nous on aimerait avoir un accompagnement professionnel, personnalisé. Cet accompagnement n'existe toujours pas. On aimerait que ce soit l'État qui nous indemnise et puis l'État se retournerait vers les assurances. On aimerait que nos associations soient reconnues. Ces associations ne sont toujours pas reconnues. Elles n'ont pas reçu le moindre financement, les associations de victimes, alors même qu'elles en reçoivent, les associations belges, de la part des États-Unis, de la part de la France, de la Grande-Bretagne, le gouvernement belge. Mais pas la Belgique. On est vraiment dans un système qui, je pense, est indécent par rapport aux victimes et qui mériterait bien évidemment des avancées beaucoup plus fortes que celles qu'on a connues jusqu'à présent. Alors, hier, l'avocate représentant de l'association Life for Brussels signalait que les victimes qui se déclarent tardivement voient leur dossier d'expertise refusé par les autorités. Écoutez. Ils refusent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne dépose pas de pièces justificatives, de certificats médicaux entre le 22 mars et le mois de juillet 2016. Tout simplement parce qu'il y a des tonnes de victimes qui n'ont pas été blessées dans leur chair, comme vous l'avez dit, mais qui ont vécu un véritable traumatisme et qui ont attendu des mois avant, ne serait-ce que de se déclarer. Il y a des victimes qui, seulement 2 ou 3 ans après, réalisent ce qu'elles ont vécu et souhaitent pouvoir être soutenues. Donc ce préjudice, oui, est difficile à démontrer et demande vraiment qu'on puisse le reconnaître. On a l'impression qu'il y a beaucoup de restrictions, que l'État met beaucoup de barrages et d'obstacles avant d'aider les victimes. Oui, on n'a pas compris que ces victimes étaient des victimes tout à fait particulières, qu'un attentat terroriste, c'est un attentat où la victime est finalement symboliquement frappée parce qu'on a voulu frapper toute la population et qu'elle doit porter cette terrible forme d'injustice, cette terrible cruauté. Et elle peut développer, cette victime, des symptômes bien tardifs par rapport à l'attentat lui-même. On le sait dans d'autres circonstances. Moi, je l'ai bien vécu aussi à Médecins sans frontières avec des équipes qui avaient été exposées à la violence extrême. On peut développer des années plus tard des syndromes de désordre post-traumatique très importants. Et donc, je crois qu'il faut évidemment prendre en compte cet aspect-là, cette particularité des attentats terroristes. Quand on s'adresse aux victimes, on le sait, elles ont besoin de soins particuliers, elles ont besoin de soins à long terme. Et par exemple, aujourd'hui encore, les soins psychologiques en Belgique ne sont pas à la hauteur justement des victimes des attentats. Et beaucoup de victimes s'adressent à l'étranger. Il y a des victimes belges qui vont en France, qui vont aux États-Unis pour recevoir des soins spécialisés qui n'existent pas en Belgique. Bon, donc beaucoup de pain sur la planche pour le prochain Parlement fédéral, dont vous ne serez pas, parce que vous êtes aujourd'hui député fédéral, mais le 26 mai, vous serez candidat au régional, donc vous pousserez la liste du CDH. Dans quelle assemblée serez-vous le plus utile et le plus pertinent? Je vous propose le choix entre le Parlement bruxellois, le Parlement fédéral, donc la Chambre, ou le Parlement européen.
Écoutez, Allez, moi, sincèrement, et pas de langue de bois, Georges d'Allemagne. jamais de langue de bois. Non, j'ai un intérêt depuis toujours pour les questions internationales, bien sûr, parce qu'elles sont essentielles aujourd'hui. C'est à l'échelon européen, à l'échelon international que doivent se discuter la plupart des grands enjeux d'aujourd'hui, que ce soit le climat, les migrations, les questions de sécurité ou même les questions d'emploi, les questions Mais sociales. si vous êtes élu, vous serez élu à Bruxelles. Mais Bruxelles est aussi un endroit qui est très stratégique. C'est une des grandes capitales mondiales. C'est ici que se trouve l'OTAN, que se trouve l'Union européenne. C'est aussi une capitale qui vit tous les jours l'évolution des sociétés, puisqu'on sait que sur le plan démographique, c'est un des lieux de brassage très important. Et donc, à partir de Bruxelles, et à Bruxelles, il y a toute une série d'enjeux importants qui se jouent, je l'ai dit, sur le plan de la démographie, sur le plan de la gestion d'une ville, sur le plan Donc Bruxelles, c'est bien. C'est bien, mais je rajouterais que je tenterai quand même, puisque vous savez que les institutions le permettent, d'avoir aussi accès au Sénat, où des questions importantes restent discutées, et donc de pouvoir continuer à avoir un peu ce regard international à partir de Bruxelles. Tiens, vous parlez tout à l'heure de votre expérience à Médecins sans frontières. Un autre Médecins sans frontières a décidé de créer sa propre liste. Il s'agit d'Alain Destex. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'une liste d'Allemagne aurait aussi du sens ? Moi, j'ai toujours dit que le jour où j'étais éventuellement déçu, je quitterais simplement la politique. Et donc, ce n'est pas le cas. Écoutez, voilà, c'est son initiative, c'est sa responsabilité. Moi, je regrette que, surtout, Alain Destex n'ait pas été beaucoup présent dans les assemblées parlementaires dont il faisait partie. Et donc, il n'a pas été... je dirais, je pense que quand on est en politique, il faut aussi être constructif et il faut proposer des projets. Et je n'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de cela. Alors, en dehors des médecins et des avocats qui étaient nombreux sous la législature précédente, il y a beaucoup de journalistes qui se présentent sur les listes. Alors, MR, CDH, Écolo, est-ce que c'est une bonne tendance d'avoir des journalistes sur les listes ? Bon, par exemple, au CDH régional, il y aura Philippe Malherbe. Bienvenue au club. Hein, mais je pense que les journalistes ont ce regard sur la politique au quotidien qui leur permettent effectivement, progressivement, d'avoir évidemment une opinion et d'avoir évidemment à un moment donné l'envie de passer le pont. Ça me paraît tout à fait légitime. Moi-même, à Médecins sans frontières, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu déposer ma valise de pansements et de médicaments et essayer de travailler sur les causes. Et en amont des problèmes politiques. Et donc j'imagine que c'est la même démarche et je trouve ça parfaitement utile et légitime. Merci Georges d'Allemagne. Demain, Stéphanie Meyer recevra Pascal Smet. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.